Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 8 avril 2021 et voici, ça fait maintenant 3 mois, je suis parmi vous et je suis de retour dans les catacombes. On s'y sent bien dans les catacombes, d'autant qu'on a appris aujourd'hui que, à partir de dimanche, 20 heures, le couvre-feu et le couvre-feu dur est de retour. Alors, elle va être courte celle-ci. 51 minutes plus tard, non, elle risque d'être courte parce que je ne vous cacherai pas, je manque un peu d'entrain. C'est difficile, ce jeu de yo-yo. On ouvre, on ferme, on anticipe la fermeture, on anticipe la rouverture. Finalement, ça dure quelque temps. On referme à nouveau. On développe toutes sortes de stratégies pour non pas conserver la foi, mais bien pour conserver la raison. Alors, je sais cependant, lorsque le prochain confinement va survenir d'ici une semaine, d'après moi, tout au plus, eh bien, je vais mettre de l'ordre là-dedans. Je vais mettre de l'ordre là-dedans. J'ai fait venir un ami électricien. On va, on va, on va ajouter beaucoup d'éclairage. On va ajouter aussi des palettes pour mettre les cartons. Je vais les identifier. Romans, revues. J'ai toute une section de livres en hongrois. Des classiques. Ah, Ginette. Oui, Ginette. Ginette. Il y a Ginette qui vient m'accompagner. Ginette qui a ce très très grand territoire. Ginette. 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 Bon, bon, bon. Elle me regarde avec un air étonné. Elle se dit, qu'est-ce qu'il fait là le soir comme ça? Alors, ce soir, un petit commentaire. Il y a mon ami Alain T qui m'a téléphoné hier soir, ce matin, pour me parler de la vidéo d'hier. Bon. Et il y a un point que j'ai oublié de mentionner, en fait. C'est que toute cette violence oblige quand même à l'humilité. Ouais. C'est que maintenant, tout le monde se fait attaquer. Alors, il y a personne qui est à l'abri des attaques et cette espèce d'égalitarisme-là devant l'agressivité, au fond, je pense que ça va tous nous endurcir. Et ceux qui n'auront pas envie de subir le feu des critiques, Ginette, oui, ceux qui n'auront pas envie, ceux qui n'auront pas envie de subir les foudres des haters, comme on les appelle, hein, cet usage intempestif de l'anglais, m'écorche les oreilles. Bon. Alors, oui, et que finalement, la superbe des uns et des autres est ramenée à de plus justes proportions. Alors, elle va être courte ce soir parce que je suis un peu fatigué, mais je vais me livrer sous vos yeux à l'ouverture d'un carton où c'est marqué à l'intérieur, sur le carton, c'est marqué roman. Alors ça, c'est de ma bibliothèque personnelle que j'ai déménagé ici il y a bientôt 4 ans. Et on se dit, on va faire les choses demain, la semaine prochaine, dans un mois, à la prochaine saison, avant la fin de l'année. Et puis finalement, le provisoire devient du définitif. Est-ce que je vais réussir à enfin mettre de l'ordre dans cet invraisemblable capharnaüm où on y retrouve aussi des archives, les archives de ma confrérie, mais ça c'est dans un coin bien classé. Des documents rares que certains écrivains m'ont offert, se sachant des écrivains méconnus, disons-le, mais être un écrivain méconnu, n'est-ce pas la règle? Vous avez lu aujourd'hui sur les réseaux le journal Le Monde, la maison d'édition Gallimard sursoit à la réception de manuscrits. Il en reçoit 50 par jour et
Et la directrice, qui s'appelle L'Écrivain, Madame L'Écrivain, ça ne s'invente pas, eh bien, disait deux choses, qu'au fond, eh bien, les gens écrivaient parce que ils avaient des ordinateurs, alors les ordinateurs, ça fait le boulot. Et elle rajoutait aussi qu'ils ne lisent pas. Alors ça, c'est quelque chose qui est très, très, très étonnant. Le nombre de gens qui ont, en tout cas, qui ont envie d'écrire, qui écrivent aussi, disons-le franchement, et qui se piquent de ne pas lire, alors on aurait envie de dire une chance pour eux qu'il y a encore des lecteurs, parce que s'il n'y a plus que des écrivains et puis il n'y a plus de lecteurs, eh bien, on va finir comme ça la littérature. Un océan de livres et aucun auteur, aucun lecteur flottant à la dérive. Mais nous sommes encore quelques-uns à lire des livres et à les aimer par-dessus tout. Alors, je vais ouvrir la boîte. J'avais, avant de déménager la bibliothèque, j'avais procédé à un élagage. Alors, j'avais éliminé, offert, quelques milliers de livres. Alors, ma section roman, ce n'est pas le genre littéraire que j'apprécie le plus. Je lui avais fait subir une cure minceur. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu? Alors, le premier livre, c'est Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq, lu le 16 août 1985. Ouais, le 16 août 1985. En ce temps-là, j'écrivais mon nom sur les pages de garde des livres. J'ai cessé cette pratique-là. Est-ce que je l'ai annoté? Non. Le livre est en piteux état. C'est une très... en fait, il est très abîmé. Alors, où étais-je le 16 août 1985? Georges Emmanuel Clancier, peut-être une demeure. Poème. Alors celui-ci, je l'avais acheté à l'échange sur la rue Wellington à l'époque. Il y a au moins 35 ans. Celui-là, Ferry-Besson, Alexandre Vialat, ou La complainte d'un enfant frivole. Et lui, je l'ai lu le 23 février 1989. Alors oui, Vialat, est-ce que je l'ai annoté? Est-ce que j'ai retenu quelque chose? Ah, attendez, une petite... Ah, attendez, j'ai... Oui, il y a quelques annotations. Voilà. J'ai essayé de vous en lire une ou deux. Et pour les amateurs de Pierre Folliat, Alexandre Vialat était son maître d'écriture, son maître à penser également. Et à la librairie, lorsque j'étais à Côte-des-Neiges, je me faisais fort de rassembler sur les rayons les livres d'Alexandre Vialat, et je me disais toujours, il y a quelqu'un qui va les acheter, parce que Folliat régulièrement mentionnait qu'il était son maître en écriture. Mais, croyez-le ou pas, en 25 ans, je les laissais sur les rayons, là, les livres de Vialat, en me disant qu'il y aurait quelqu'un à un moment donné qui me dirait « Ah, enfin le maître de Folliat ». Et par contre, cependant, les listes, il a fait plusieurs listes, chaque fois qu'il faisait la critique d'un livre, chaque fois qu'il établissait les livres qui ont, à son avis, été le plus important dans son parcours intellectuel, eh bien, on me les demandait, ces livres-là. Mais qu'il répète plusieurs fois par année, dans l'une ou l'autre de ses chroniques, que Alexandre Vialat
était son maître. Et c'est à lui aussi, quand il parlait de l'homme et sa fiancée, l'homme qui remonte à la plus haute antiquité, il ne se gênait pas de rappeler qu'il avait chapardé ça à Alexandre Vialat. Alors, forcément, étant un lecteur assidu de Pierre Folliat, eh bien, je m'étais mis sur la piste d'Alexandre Vialat et j'avais pris un fort plaisir à lire quelques-uns de ses livres. Et donc, un livre sur lui, évidemment. Je vais vous lire les deux petits passages. Oui, il y a plus que deux petits passages. Je vais vous lire, attendez, je vais... Alors, il cite ici, l'originalité, prétendait Cocteau, consiste à s'efforcer vraiment d'être banal. Alexandre, d'ailleurs, soutenait que la facilité n'existe pas. Ce qui en a l'apparence résulte d'une force et d'une agilité intérieure qui ne peuvent s'acquérir que par un entraînement constant qui permet au moment voulu de faire converger toutes les possibilités sur un point. Le style se mérite péniblement. Et il y a, dit La Rochefoucauld, des saisons pour le mérite. On n'écrit pas ce qu'on veut, mais ce qu'on a mérité, si la saison est bonne. Ah, vous voyez, j'avais annoté ça. J'étais quand même pas con dans ce temps-là. Oh, maintenant, je suis devenu vraiment con et je travaille très très fort à simplifier au maximum les mouvements de mon esprit primesautier et vagabond. Alors, ce qu'il dit aussi, Vialat, j'ai souligné une citation de Vialat. Il me semble qu'on doit surtout chercher à refléter ce qui est soi, en dehors du reste. Peu importe d'ailleurs que ce soit au Palais ou Chaumière. Attendez. Ce qui importe, c'est la qualité du reflet, c'est-à-dire la nature de l'eau, de la rivière qui réfléchit. Mais ce que je crois le plus important dans ces histoires de littérature, c'est la qualité de ce que contient l'eau. Poissons, algues, reflets de choses étrangères au sujet. Car tout ça joue dans le reflet de la chose qui sert de sujet, et c'est ce qui distingue les écrivains entre eux. À partir de là, ce n'est plus la qualité de l'écriture qui joue, c'est ce qu'on est. Ou plutôt, les deux se confondent, à partir d'un certain talent, ce qui fait passer d'une classe dans une autre. Alexandre proclamait, j'ai la misère parce que la lumière est faible, Alexandre proclamait encore que tout ce qu'un autre peut écrire à votre place ne vaut pas la peine que vous l'écriviez, et les tours de force de la technique le laissaient froid. Je n'aimerais pas mieux La Fontaine, disait-il, s'il s'y était pris de telle façon qu'on puisse le lire à l'envers. L'artiste est celui qui crée son monde, un univers à lui, qui ne date que de son œuvre. Il y a un monde qui est signé Charlot, un monde qui est signé Proust, il y a un monde qui est signé Vialat. Alors, depuis qu'il nous a quittés et qu'un public nouveau l'a découvert, apprécié, on entend dire parfois qu'il est un excellent écrivain pour écrivain. La remarque est assez juste, à condition de s'entendre sur la définition d'écrivain, non pas surtout quelqu'un qui écrit des livres, car beaucoup d'auteurs qui font des ouvrages, parfois même intéressants, ne sont pas pour autant des écrivains, et le sont sans le savoir souvent certaines personnes qui, par timidité, paresse, manque de temps, ou pour sans autre cause n'écriront jamais un livre. Ces vrais écrivains, là, on les reconnaît pourtant à leur choix, leur sensibilité, leur préférence et leur langage, à leur silence même, à leur art de vivre. Alors j'avais, vous voyez, une petite étoile, je ne sais pas si vous voyez, alors j'avais vraiment apprécié cette remarque
des écrivains qui n'écrivent pas. Alors, j'avais noté aussi qu'il appréciait la peinture de Greuze, l'expressionniste. À Luxembourg, le flegme des SS épouvante. Alors, j'avais quand même pas mal à noter ce livre. C'est normal que je ne l'ai pas élagué. Je vais en prendre 2-3 autres et après ça, ça va être tout pour ce soir. Une vieille édition de Marcel Proust. C'est dans cette édition-là que je l'avais lu. Et il était imprimé au Canada. Alors, on présume encore pour les éditions Variété. Je l'avais payé 2$ à une librairie qui était sur Saint-Denis, qui s'appelait, je pense, le Comptoir du livre. Voilà. Et eux étaient branchés. C'est un couple assez acariâtre, en 1945. La présente édition a été imprimée en 1945. Donc, encore un ouvrage publié pendant la guerre. Et donc, ce couple-là, assez acariâtre, ils s'emmerdaient ferme dans leur très petite boutique qui était Saint-Denis, angle Guilford à peu près. Elle était excentrée par rapport aux autres librairies comme l'Échange ou la Bouquinerie. Mais on y faisait de fort belles trouvailles et ils étaient donc branchés, vous disais-je, sur des communautés religieuses, alors qui élaguaient et qui se servaient de ce commerce comme d'un réservoir et qui diffusaient leurs livres. Et je me rappelle d'y avoir croisé un libraire de l'Échange qui a connu un sort assez funeste et qui s'était porté acquéreur sous mes yeux, mais je l'avais félicité pour sa trouvaille, des ouvrages datant du 16e siècle, des éditions datant donc du 16e siècle et qu'il avait payé à des prix ridicules. Je ne sais ce qu'il en a fait, mais bon. Claude Beausoleil, il y a des nuits que nous habitons tous. Alors, mon ami Louis-Philippe Hébert, les épisodes de l'Œil. Très très beau livre. Alors, je vais lui rendre si... lu, il n'y a pas de date, mais je sais que je l'ai lu il y a au moins 30 ans. Maurice Chapelan, Mémoire d'un voyou. Ça aussi, ça m'avait beaucoup plu. Maurice Roche, Opéra Bouffe, un exemplaire de bibliothèque. De la bibliothèque d'Outremont, élagué. Pas lu. Jean-Paul Daou, du dandysme. J'aime beaucoup Jean-Paul Daou. Fernand Durepos, Mémoire d'un tueur de temps. J'avais apprécié aussi. Le manifeste Jet, usage, résidu. Posier, Boisvert, Jacob. Oui, le regretté Yves Boisvert. Eh bien, quelle bibliothèque quand même. Alors, je conclue là-dessus. Ah, encore Proust. J'ai d'autres éditions de Marcel Proust, évidemment. Marcel Proust, c'est le dieu des écrivains. Hein. C'est Dieu, en fait, Marcel Proust. Et donc, mais comme je l'ai lu dans cette édition-là, ben, j'y suis attaché.
Alors, mais c'est une vieille édition. Pierre Garnier, Spatialisme et poésie concrète. Pas lu. Qui a appartenu à une certaine Renée Deschamps. Et où j'ai acheté ça? Ouais, ça a l'air un peu... Ouais, ça a l'air un peu barbant, ça. Ouais. Pas sûr que j'ai envie de lire ça. André Salmon, Souvenirs sans fin. Acheté chez Caron. Ça, c'est... Parfois, j'ai des livres, je sais même pas c'est quoi. 4 poèmes de Archie Milton Huntington, transposés par Théo Varlet et Armand Godoy. Préface d'Armand Godoy, publié à Paris chez Albert Messin. Alors, ça a été élagué, ça a appartenu à la bibliothèque du Congrès. Ah, ouais, ça c'est une belle petite chose, cependant. Présence de l'image et l'image d'Yves Bonnefoy. Eh oui, Yves Bonnefoy. C'est la leçon inaugurale de la chaire d'études comparées de la fonction poétique au Collège de France 1981. Donc, sans doute une première édition. Grief de Gilbert Langevin. Ah, écoute. Pierre, c'est sûr que tu l'as. Tu vas être ému en voyant ça, je te le montre. Ah, franchement, des fois la vie est étonnante. Porte sur la mer. Et alors oui, publié chez l'Hexagone. Et aïe, la vie est tellement étonnante. Je me souvenais pas d'avoir ça. Et ce qu'on y lit, c'est le nom de mon père, Robert Lalonde, et c'est l'écriture de ma mère. Alors ma mère, elle devait avoir, à ce moment-là, elle était une toute jeune fille. Elle s'est mariée avec mon père, elle était adolescente. Il a même fallu qu'elle obtienne la permission du clergé pour se marier avec mon père. Et donc, elle devait avoir 17 ans peut-être, tout au plus 18. Alors, vous voyez, on l'imagine, elle est amoureuse de lui en ce temps-là, on l'imagine, on les imagine même, tous deux, lisant des passages. Écoute, Pierre, t'es un peu abîmé ici, mais lors de ta prochaine visite, je vais te l'offrir. Alors, ça va être à la fois un souvenir de la vie amoureuse de mes parents et je sais combien Louise Pouliot est chère à ton cœur. Ah, Gilbert Langevin, le fou solidaire. Gilbert Langevin, je vous l'ai raconté à quelques reprises, qui me gardait enfant. Gilbert Langevin, en fait, tous les enfants adorent les poètes. Ce qui est malheureux, ce qui est d'une tristesse absolue, c'est que les poètes, on ne les voit plus maintenant. On ne les voit plus au quotidien, on ne les voit plus dans les rues, on ne les voit plus dans les cafés, on ne les voit nulle part, à part dans des lectures de poésie, dans des spectacles ou dans des séances de signature. Mais c'est pas là qu'est la poésie. La poésie, elle est partout sauf là, j'aurais envie de dire. Et lui, le fou solidaire, eh bien, lui, il allait partout, dans les restaurants, dans les cafés, et à tous, il offrait une poésie spontanée, il offrait à la volée sa poésie. Et enfant, je lui vouais pas juste une réelle affection, mais je lui vouais
une admiration. J'admirais son verbe de feu, j'admirais sa capacité à lancer des phrases qui étaient comme des fusées éclatant dans un ciel d'insignifiance. J'admirais sa faconde, son esprit frondeur. J'admirais sa désinvolture, une désinvolture absolue. Il était pauvre. Il avait les poches de son veston gonflées par des recueils de poésie ou des paquets de cigarettes où il écrivait un vers qui lui venait comme ça. J'admirais son rapport au monde, son refus d'être un adulte. Et il m'émerveillait, quoi. Et il avait été l'éditeur de mon père, entre autres, et un de ses proches amis, il savait que je ne voyais plus mon père, il savait que le lien avait été rompu, et jamais il se serait offert comme substitut de père. Un poète ne fait pas ça. Un poète, il est le père de tous les enfants de l'univers. C'est pas, il ne s'attachera pas à une seule personne comme ça. Mais moi, il savait que jamais l'accompagner dans ses randonnées oratoires, jamais le voir dans les restaurants, interpeller les serveuses, leur offrir des poésies spontanées entre deux cafés. J'admirais le fait qu'il puisse aborder des inconnus dans la rue. J'admirais, en fait, je l'admirais. Et pour moi, au fond, j'ai eu quelques mentors dans ma vie. Hein? Puis il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, il m'a dit, il y a un homme que j'estime, m'a dit une fois, un mentor, c'est plus important qu'un père. Alors, j'ai eu quelques mentors dans ma vie, en tout cas j'en ai eu deux. J'ai eu Gilbert Langevin, mais il aurait sans doute poussé des hauts cris en disant mentor, ça va pas à la tête. Et Frédéric Bach, que j'ai fréquenté dans mon enfance. Ça, je vous raconterai ça. Je voulais les raconter déjà d'ailleurs. Je radote. Hein? Mais, vous le savez, le radotage favorise l'intimité. Les bons vieux amis aiment se raconter sans arrêt les mêmes histoires, mais on ajoute toujours le petit détail ou le détail passé sous silence. Tout à coup, on l'exhume du silence ou encore on grossit le trait, ou on déplace la caméra, ou on offre un nouvel angle qu'on n'a pas suffisamment exploré. Bref, on brode, bref, on glose. Et c'est aussi ça le bonheur de la poésie. Ah ouais. Alors, le fou solidaire. Faut pas que je perde le Claire Pouliot, ça, je vais le remonter. Encore Jean-Paul Daoust, La peau du cœur et son opéra. Ah, mais j'ai toujours aimé Jean-Paul Daoust. Mais c'est ça. Bon, Jean-Paul Daoust, il est à Radio-Canada. Je dois vous avouer, je ne l'écoute jamais. Je dois vous avouer aussi que je n'écoute plus Radio-Canada. En fait, je n'écoute plus rien. Ceci étant dit. Anthologie de la nouvelle poésie française. Alors, il n'y a pas de date, mais j'ai cru bon y mettre mon nom. Ah. Oui, mais ça, je ne l'avais pas lu dans cette édition-là. Mais le Gide de Dostoïevski. Mais je ne l'ai pas lu. Alors, j'ai dû juger que je tenais à le posséder. Alors, je l'ai racheté. Bon, 3 derniers. Ah oui, c'était franchement... Marie Huguet, L'Outre-Vie. Ouais. Ouais, lui, je vais le remettre en circulation, je vais le vendre. Benoît Lacroix, Le Petit Train. Ouais. Et, ouais, Jacques Roubaud, Les animaux de tout le monde. Ah ouais, hein? Je me souvenais pas d'avoir ça. Évidemment, une bibliothèque comme ça qui est mise dans des cartons qu'on n'a pas rouvert depuis des années
et dire qu'il va falloir que je mette de l'ordre dans tout ça. Ah, ça, c'est curieux. Les mémoires et comptes rendus de la Société royale du Canada. Oh, ça a l'air d'être un ennui total. Je sais pas ce que ça fait là. Aucun intérêt. Bon, 4 derniers, on n'en parle plus. Ouais, la vie des saints, on n'en parle plus non plus. Et alors voilà. Jean Edernalier, je rends heureux. Ça m'avait beaucoup plu. Quel esprit, quel cornichon ce Jean Edernalier. Pote de Jean-René Huguenin et de Philippe Solers. Hein? Ils ont commencé ensemble et bon, Jean-René Huguenin est mort. La Côte sauvage, c'est un très très beau livre, et son journal aussi. Si jamais vous tombez là-dessus, Jean-René Huguenin. Maurice Siantard, le journal d'Edmond. Vous voyez ça? La guerre applique au pas de loi sur un air de cornemuse avec les crêtes du coq gaulois parées des plumes Bersagliari. Encore là, ça c'est acheté au fameux comptoir. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Ah oui, c'est à cause de Paul Léoto. Ah oui. Il est question de la maîtresse de Paul Léoto, Marie Dormois. Jean-Pierre Maxence aussi, qui est un bon poète. Très très curieux. Bon, et le dernier. Bibliothèque, acheté au Colisée du Livre, 25 sous. 30 années d'essais et d'expérience. Ça, évidemment. Ah ouais, c'est comment se constituer une bibliothèque selon la foi de l'Église catholique, et c'est ainsi que mon prêche se terminera. Alors, vous voyez, ça va peut-être me convaincre de mettre de l'ordre. Je vais remonter ce soir, je vais rendre à l'air libre Marie Huguet. Je vais offrir à mon ami Pierre, oh, il faut le nommer, hein, Pierre Berthelot, hein, Duplessis est encore en vie. Alors, son Duplessis, je vous invite à aller voir la vidéo. Ah, c'est un beau succès qu'il remporte, Pierre, avec son livre sur Duplessis. Hein? Une étude historiologique comparative avec 3 biographes. La presse, la critique, lui est très, très favorable et on le lit aussi. Et puis, je peux lui confier, j'ai vendu tous les exemplaires que j'avais en stock. Et ce qui est quand même considérable, j'en ai vendu un bon paquet. Alors, quand tu passeras, on s'arrangera. Alors voilà, Porte sur la mer, je le monte. Et sans doute que tu vas écouter cette vidéo-là, alors tu pourras te dire, ben là, tu as à la fois un souvenir de Louise Pouliot et à la fois un souvenir évanescent de la vie amoureuse de ma mère enfant et de mon père poète. Ce qui est quand même pas rien. Un petit moment d'amour, là, figé dans le temps. C'est émouvant de voir l'écriture de sa mère comme ça quand elle était jeune fille. Mais ma mère, elle est restée terriblement jeune fille. Elle est Gémeaux, hein, alors elle a un esprit vif. Un esprit très, très, très vif. Elle a beaucoup d'esprit. C'est assez redoutable même. C'est difficile d'avoir le dernier mot avec elle. Mais non, une partie de mes capacités langagières, je lui dois avec les camps d'entraînement que j'ai eus. Et mon ami poète venait lisser le truc. Mais c'est vrai cette affaire-là des poètes. Hein? Faudrait s'arranger au fond.
plutôt que de se la jouer, là, maladif, timoré, réservé. Ben, il y avait Miron. Miron, on le croisait aussi. Miron, je le croisais régulièrement. Je n'ai jamais osé l'aborder, mais je le croisais régulièrement à la librairie L'Échange, sur Saint-Denis. Mais il donnait son spectacle, c'est vrai. Et il disait à voix haute. Il prenait un livre, là, à l'Échange, il prenait le livre sur les rayons, il le sortait. Là, il y avait du monde, mais tout le monde savait que c'était lui. Hein, tout le monde savait que c'était Gaston Miron. Là, il disait « Il faut aussi interroger la contre-fiction, le subplot, oui, le subplot, par lequel, dans nombre de cas, le travail de l'abolition, que dit l'action principale, est sourdement dénoncé. Est-ce que j'ai envie de lire ça? La présence et l'image d'Yves Bonnefoy. Moi, j'ai le goût. Puis ben, on voyait aussi des fois les gens. Moi, j'étais un peu. Hey, c'est Gaston Miron. Ça craint. Mais il y avait des gens aussi, on sentait leur exaspération. Alors, il faudrait trouver une manière d'être des poètes dans la cité, là. Et peut-être s'habiller de manière loufoque, peut-être une forme de dandisme, mais pas être snob, là, mais dire des choses incroyables à des gens qu'on connaît pas. Mais c'est sûr, l'atmosphère est tellement... Puis les normopathes, ils sont partout, ils sont pas drôles, hein, il faut pas les déranger. Bon, écoutez, c'est tout pour ce soir. 50 minutes. Non, là, c'est vraiment tout. Franchement, là. Bon, j'éteins tout. Je rapporte, faut pas que je le perde de vue, le Pouliot et le Marie-Huguet. Bon, alors Pierre, je t'attends. Et quant au Marie-Huguet, ben, je vais le proposer demain sur ma page Facebook. Et je vais le vendre très rapidement. Et voilà. Vous voyez, je sors un carton, je vends un livre. Ça c'est du biz. C'est incroyable. Avoir le sens des affaires à ce point-là, là. Je fais école. Ah, ça, il n'y a pas de doute. Je fais école. École buissonnière. Allez, bonne nuit à tous.